Dans dans cette présentation, je vais vous parler concernant le développement d'un quadriceps pour l'apprentissage automatique, présenté par moi, Lokman Saleh, sous la supervision de M. Havid Melli et M. Mounir Boukaddoum. On va commencer par un exemple pratique pour illustrer la problématique. Prenons l'exemple d'un spécialiste de la maladie d'Alzheimer qui dispose d'une base de données de tests physiologiques dont il peut les confirmer par des tests cognitifs coûtés en temps et peu fiables. Alors, le médecin ou le spécialiste de la maladie d'Alzheimer, il a décidé de remplacer le test cognitif par un modèle d'apprentissage machine. Donc, il a décidé de contacter un spécialiste en apprentissage machine. Et lors de sa introduction de cette problématique, les spécialistes en apprentissage machine reconnaissent que c'est un problème de type de classification binaire. Ensuite de ça, les spécialistes en apprentissage machine peut ajouter des questions pour comprendre davantage de la problématique. Donc, il peut ajouter des questions concernant le type de données que les spécialistes métiers possèdent. Donc, s'il a des données de type catégoriel et continu, donc il faut ajouter une étape de discrétisation qui permette les algorithmes qui fonctionnent avec les données catégorielles soient fonctionnelles. On peut ajouter des questions concernant la quantité de données. Donc, les spécialistes en apprentissage machine peuvent demander des informations concernant la quantité de données. Si les spécialistes métiers possèdent une petite base d'apprentissage, donc il faut éliminer les algorithmes qui demandent beaucoup d'apprentissage machine, comme les réseaux de neurones. Ensuite de ça, il peut lui demander au spécialiste métier s'il a besoin d'une précision de prédiction élevée et s'il a besoin d'une solution explicable. Dans ce cas-ci, il faut utiliser les algorithmes qui sont explicables et il faut ajouter une tâche d'apprentissage par ensemble pour améliorer la précision de prédiction. Ensuite de ça, les spécialistes d'apprentissage machine prennent la base d'apprentissage, utilisent des librairies d'apprentissage machine, puis appliquent tout sur les chaînes de traitement qu'il a construit avec le spécialiste métier, puis il va retourner les résultats au spécialiste métier ou médecin, puis il va lui peut-être spécifier certains attributs qui seront pertinents ou meilleurs prédicteurs pour détecter les patients qui atteignent la maladie d'Alzheimer à partir de données de tests physiologiques. Donc, à partir de cet exemple, on comprend que la résolution des problèmes en apprentissage machine nécessite une collaboration entre spécialistes métiers et spécialistes d'apprentissage machine, et ça afin de profiter de l'apprentissage machine qui permet de découvrir des régularités dans les données et de permettre de résoudre beaucoup de problèmes dans plusieurs domaines. L'expertise est rare dans le domaine d'apprentissage machine et la majorité des problèmes ne demandent pas un doctorat en informatique pour être résolus. Donc, notre objectif, c'est de remplacer les spécialistes en apprentissage machine, mais pas complètement de les remplacer jusqu'à certaines mesures. C'est de développer un outil d'aide à la résolution de problèmes en apprentissage machine destiné à des experts métiers sans l'intervention de les spécialistes en apprentissage machine. Donc, la question de recherche qui découle de cette problématique ou cet objectif, c'est la possibilité de capturer et de codifier les connaissances sous-jacentes à la résolution de des problèmes en apprentissage machine et pour les analyser dans un outil destiné à des experts métiers. On a besoin de capturer et de codifier les connaissances sous-jacentes à la résolution des problèmes en apprentissage machine dans un outil d'aide à la résolution des problèmes en apprentissage machine. Donc, dans la forme la plus simple, on a besoin, jusqu'à certaines mesures, de remplacer les spécialistes en apprentissage machine. Par une application. Donc, l'approche qu'on a adoptée, c'est de décortiquer les processus de résolution de problèmes en apprentissage machine selon les plusieurs étapes que fait le spécialiste en apprentissage machine, de capturer les connaissances sous-jacentes à chaque étape et d'adopter une représentation des artefacts et des connaissances pertinents à chaque étape de sorte à supporter les inférences simulant le raisonnement de la personne spécialiste en apprentissage machine. Donc, on va commencer par une introduction de l'apprentissage machine. Ensuite de ça, on va voir qu'on a beaucoup des algorithmes d'apprentissage machine. On a beaucoup des applications qui peuvent être résolues dans l'apprentissage machine. On va voir dans la revue de littérature qu'on a 4 catégories qui essaient à répondre à notre question de recherche. On va voir notre question et sous-question de recherche. On va voir notre méthodologie. Notre première plateforme
qui est à partir de lui qu'on a essayé de récupérer les connaissances des experts en apprentissage machine. Notre deuxième plateforme qui représente l'outil d'aide à la résolution de problèmes en apprentissage machine, qu'on va les présenter et à la fin, ses conclusions. Donc, l'apprentissage machine, il y a beaucoup de définition de l'apprentissage machine. L'apprentissage machine fait partie de l'intelligence artificielle. L'apprentissage machine offre au système, dans sa définition le plus simple, offre le système la possibilité d'apprendre, de s'améliorer automatiquement à partir de données. Et dans sa forme le plus simple, il reçoit des données, il fait des traitements, puis faire des prédictions. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup d'applications qui peuvent être résolues en apprentissage machine, comme le traitement des risques de crédit qui peuvent être résolus avec l'arbre de décision au réseau de neurones, le diagnostic médical qui peuvent être résolu avec les supervecteurs machines, le naive Bayes et plusieurs autres algorithmes aussi, la reconnaissance vocale avec le chaîne de Markov ou réseau bayésien, le système de recommandation avec le cas le plus proche voisin ou les matrices de factorisation. Donc, on a beaucoup des algorithmes d'apprentissage machine aussi. Donc, à partir de 11 algorithmes d'apprentissage machine, on peut arriver jusqu'à 63 variantes des algorithmes d'apprentissage machine, y compris la classification, la régression, les regroupements, les détections d'anomalies, etc. Donc, un exemple simple de variant des algorithmes d'apprentissage machine, prenons l'arbre de décision qui est le fameux algorithme d'apprentissage machine. Donc, pour faire la partition avec l'arbre de décision, on a besoin d'information gain ou on peut utiliser le gain ratio ou on peut utiliser le Gini index. Pour la stratégie d'élagage, on peut faire l'élagage avant construction ou après construction. Pour l'apprentissage par ensemble, on peut utiliser Random Forest, on peut utiliser Packaging, on peut utiliser Adabus. Donc, il y a beaucoup de choix. Donc, beaucoup d'applications qui peuvent être résolues avec l'apprentissage machine, beaucoup d'algorithmes d'apprentissage machine et chaque algorithme peut avoir plusieurs variantes. Donc, la question, c'est comment automatiser tout ça ou comment automatiser les processus de sélection de la bonne solution en apprentissage machine. Donc, dans la revue de la littérature, on a spécifié 4 grandes catégories qui ont essayé de répondre à notre question de recherche ou qui essaient d'automatiser les processus de sélection de la bonne solution en apprentissage machine. La première catégorie qui fait aucune automatisation, qui essaye de faire une comparaison empirique entre les algorithmes d'apprentissage machine. La deuxième catégorie, qui sont les faits de triche qui sont un peu plus intelligents, mais statiques, qui sont conçus par des grandes entreprises pour sélectionner les bons algorithmes d'apprentissage machine. Il y a des travaux qui semi-automatisent les processus de sélection le processus de la sélection de la solution en apprentissage machine. Et il y a les travaux qui ont complètement automatisé les processus de sélection de la bonne solution en apprentissage machine qui s'appelle AutoML. Donc, pour les premiers travaux, on peut trouver beaucoup, comme Underpool et al. Qui a fait la comparaison entre 40 algorithmes pour détecter 7 critères de sélection, Saxena et al. Qui a conclu que les tâches spécifiques nécessitent une stratégie spécifique et doit être testée empiriquement. Das et Rabi qui a catégorisé les algorithmes d'apprentissage machine en 3 catégories selon 3 critères de sélection. Fatima et Pasha qui a fourni qu'un algorithme d'apprentissage machine peut fournir une précision de prédiction élevée pour un domaine spécifique. Donc, les faits de triche, c'est la deuxième catégorie. Les faits de triche sont des guides simplifiés, des guides rapides et simplifiés pour aider les débutants en apprentissage machine à sélectionner le bon algorithme, pas la solution. C'est juste l'algorithme d'apprentissage pour une tâche spécifique. Comme par exemple la fameuse feuille de triche de SAS, Statistical Analysis Software. Donc, ils sont basés sur plusieurs critères de sélection comme la précision de prédiction, l'explicabilité, la quantité de données, le résultat avec une probabilité. Donc, toutes sortes de critères, des critères sont construits dans une arbre pour faciliter la sélection ou pour sélectionner les bons algorithmes d'apprentissage machine. Ça, c'est une grande entreprise qui travaille beaucoup sur le traitement de données. Et on a beaucoup d'autres aussi. Il y a le Scikit-learn, il y a de Microsoft, mais on n'a pas mis ici. Les troisième catégorie qui essaient de semi-automatiser les processus de sélection de la bonne solution en apprentissage machine. Comme ça, Al qui a proposé un cadre simple de 2 couches. La première couche est là, il sélectionne
solution en se basant sur le type d'entraînement, alors que la deuxième couche, c'est en se basant sur quatre critères de sélection comme la quantité de données. Ensuite de ça, il y a des travaux qui utilisent les algorithmes d'apprentissage machine pour sélectionner les bons algorithmes d'apprentissage machine en se basant sur l'hypothèse que le type similaire de données auront également la même approche d'apprentissage automatique comme un meilleur apprenant, mais ils n'ont pas réussi à une bonne précision de sélectionner les bons algorithmes d'apprentissage. Le quatrième catégorie qui est le plus important, qui sont les systèmes auto-ML. Donc, après une revue systématique qu'on a fait sur le système auto-ML, on a spécifié 26 systèmes auto-ML qui sont complètement automatisés, les processus de la sélection de la bonne solution en apprentissage machine, en se basant complètement sur les optimisateurs. Le premier système a été avec AutoWika en 2013, avec Wika, la majorité d'entre vous, peut-être, il a déjà utilisé le Wika. Donc, Wika, c'était le premier qui a fait le système AutoML en 2013, qui ont automatisé le processus de sélection de la bonne solution en apprentissage machine. Donc, ces systèmes, en gros, ils sont composés en quatre parties. Il y a les optimisateurs, utilisés optimisateurs bayésien, optimisateurs génétiques, les optimisateurs de SEM, l'arbre, le graphe, donc différentes méthodes d'optimisation. Ça, c'est la première catégorie ou la première partie du système automate. Le portefeuille de chaîne de traitement, le méta-apprentissage, les chaînes de traitement. Des fois, il y a des systèmes qui traitent les chaînes de traitement de façon dynamique. Il y a des chaînes de traitement il y a des travaux qui traitent les chaînes de traitement comme une chaîne fixe. Et il y a l'apprentissage par ensemble qui a pris en compte beaucoup dans les traitements, dans l'automatisation avec AutoML qui peut avoir différentes architectures. Et donc, pour les travaux qui portent la compréhension et la comparaison des algorithmes, il fait des comparaisons ponctuelles entre deux ou plusieurs algorithmes, souvent spécifiques à un domaine particulier. Ils sont destinés à un public de spécialistes en apprentissage machine. Alors que les feuilles de tri sont simples et rapides, mais nécessitent des connaissances de base en apprentissage machine, ne représentent pas une solution finale parce qu'ils concentrent sur les sélections des algorithmes d'apprentissage, mais pas sur la chaîne de traitement. Et chacun des feuilles de tri, il concentre des critères de sélection spécifiques. Alors que les travaux qui semi-automatiser les processus de sélection de la bonne solution en apprentissage machine, ils sont des outils encore incomplets, pas faciles à utiliser, ne résolvent que des problèmes simples en apprentissage machine. Certaines méthodes sont ni explicables ni étudiées en profond, pas de chaîne de traitement, encore loin de l'automatisation. Il n'y a pas d'outil final pour l'utiliser. Alors que les systèmes automatiques, ce sont des systèmes de boîte noire encore trop longs, peu extensibles, ne résolvent que des problèmes de classification et de régression et l'exactitude est le seul critère principal utilisé avec ces systèmes. Donc, la problématique de recherche, c'est vraiment notre objectif, c'est de développer un outil de résolution de problèmes en apprentissage machine destiné à des experts métiers non spécialistes en apprentissage machine. L'outil doit permettre de résoudre les problèmes les plus communs, pas tous les problèmes. On va essayer dans notre outil de résoudre la majorité des problèmes ou le problème le plus commun en apprentissage machine sans l'intervention d'un spécialiste en apprentissage machine. Donc, notre question de recherche, c'est comment capturer et codifier les connaissances et compétences sous-jacentes à la résolution des problèmes métiers par des solutions en apprentissage machine. Les sous-questions, c'est comment traduire les problèmes métiers en problèmes d'analyse des données. La deuxième question, c'est comment résoudre les problèmes en apprentissage machine. La troisième question, c'est comment interpréter les résultats. Dans notre cas, dans notre thèse, on a traité juste les deux premières questions, alors que le troisième ne fait pas partie de notre traitement. Donc, notre méthodologie, c'est vraiment de décortiquer les problèmes selon les diverses tâches qu'effectue un spécialiste en apprentissage machine. On a concentré aussi sur les processus de sélection, pas juste sur les sélections d'algorithmes d'apprentissage machine. Puis, on a adopté une représentation qui permet de personnaliser les connaissances de domaine. Donc, les tâches qu'on a spécifiées ou les étapes qu'on a spécifiées pour résoudre les problèmes, c'est au début, on a besoin de traduire le problème métier en problème d'analyse de données. Deux, de choisir une chaîne de traitement à partir de gabarits d'une chaîne de traitement.
3, de sélection un algorithme pour chaque étape de la chaîne de traitement. 4, appliquer le chaîne sur les données d'entraînement. Et 5, interpréter le résultat aux spécialistes métiers. Pour notre thèse, on a traité juste les 3 premières parties, alors le 4e et 5e, ça fait partie de notre prochain travail. Donc, ici, la méthodologie, ils ont commencé par traduire le problème métier en problème d'analyse des données. Ensuite, on fait la conception de la solution, exécution de la processus et interpréter le résultat. Pour la classification du problème, on a utilisé un ensemble de catalogues linguistiques génériques. Ce sont un ensemble de questions qu'on les pose aux spécialistes métiers. Et à partir de ces questions, on sera capable de traduire le problème métier en problème d'analyse des données. Par exemple, est-ce que vous voulez une précision de prédiction élevée? Est-ce que c'est important pour vous la précision de prédiction élevée? Est-ce que vous voulez une solution explicable? Est-ce que vous voulez une solution incrémentale, solution rapide? Donc, on a spécifié environ 26 critères de sélection qui permettent de traduire le problème métier en problème d'analyse de données. Donc, la deuxième, c'est la conception de la solution. On commence par sélectionner une chaîne de traitement à partir de gabarits de chaîne de traitement, puis on sélectionne un algorithme pour chaque étape de la chaîne de traitement. Donc, ici, un exemple pratique, la traduction des problèmes métiers en problèmes d'analyse des données est représentée par un ensemble de critères de sélection. Puis, on a un gabarit de chaîne de traitement, on sélectionne une chaîne de traitement, puis on sélectionne un algorithme pour chaque étape de la chaîne de traitement. Donc, pour cela, on a conçu notre première plateforme qui permet de recueillir les connaissances des experts en apprentissage machine. Et dans ce cas-ci, qui s'appelle I Contribute donc, to ML. Et dans cette opportunité, nous invitons donc les experts en apprentissage machine à contribuer au processus de sélection, de construction en donnant leur avis sur leur expérience dans les domaines concernant les algorithmes d'apprentissage machine. Donc, on a mis un ensemble des algorithmes d'apprentissage machine avec avec un ensemble de critères de sélection. Par exemple, comment évaluez-vous la précision des prédictions de l'algorithme, le cas le plus proche et voisin en général? Comment est-ce qu'il est un algorithme évolutif? Est-ce qu'il est un algorithme incrémental? Est-ce qu'il est un algorithme explicable? Donc, toutes sortes de questions-là vont nous permettre de recueillir les connaissances des experts en apprentissage machine, les connaissances des experts en apprentissage machine. Donc, nous vous invitons, les experts, de contribuer dans notre plateforme. La plateforme est simple, c'est une matrice. Dans les lignes, on a la première ligne, c'est les critères de sélection, alors que les lignes, ce sont les algorithmes et les colonnes, ce sont les critères de sélection. Par exemple, ici, comment vous évaluez les support vector machine avec les données imbalancées. Notre premier expert en apprentissage machine, il a dit qu'il se porte à une très bonne précision les données. Si on a une donnée imbalancée, le support vector machine peut supporter, peut les traiter avec une bonne précision de prédiction. Donc, notre deuxième plateforme qui s'appelle I Solve My Machine Learning Problem, qui est vraiment l'outil d'aide à la résolution des problèmes en apprentissage machine. Ici aussi, nous invitons les experts en apprentissage machine à évaluer notre plateforme, vu qu'on veut compléter la thèse. Donc, si vous pouvez aller vous pouvez scanner cette code barre, puis vous pouvez aller sur les plateformes pour les consulter. Donc, la plateforme est conçue en quatre pages pour permettre à un expert métier de résoudre son problème en apprentissage machine. La première page est composée de 2 parties. Dans la première partie, il va décrire sa problématique de façon textuelle. Ensuite, dans la deuxième partie, il va répondre sur un ensemble de questions. Par exemple, quelle est l'importance pour vous de la précision des prédictions? Est-ce que vous voulez un algorithme évolutif? Est-ce que vous voulez une solution explicable? Est-ce que vous voulez une solution rapide? Ou combien est-il important pour vous la rapidité de la réponse? Donc, toutes sortes de questions-là vont nous permettre, comme on a déjà dit, de traduire le problème métier en problème d'analyse de données. Ensuite de ça, le spécialiste métier va connecter à sa base d'apprentissage, puis il va
récupérer sa schéma de base d'apprentissage, puis il sera capable de sélectionner les attributs ou les attributs qu'il juge qui sont pertinents pour le traitement. Puis ensuite de ça, on va tirer certains critères de sélection à partir de bases d'apprentissage. Par exemple, si les données sont imbalancées, si les données sont libellées, la variance des données, la distribution des données, etc. On a on tire plusieurs critères pour comprendre la base d'apprentissage. Puis, ensuite de ça, dans la troisième page, automatiquement, notre système va sélectionner les types d'entraînement. Donc, s'il est classification, régression ou regroupement. Jusqu'à présent, ces trois types, mais il est incrémental. On sera capable d'ajouter plusieurs. Donc, à la fin, la quatrième page, c'est la chaîne de traitement. Donc, dans la chaîne de traitement, c'est la solution proposée en se basant sur les critères de sélection, les bases de données et la description textuelle écrite par le spécialiste métier. On va afficher la chaîne de traitement qui présente la solution. On sélectionne la chaîne de traitement en fait d'un gabarit d'une chaîne de traitement qu'on l'a conçue. Il y a une tâche qui est la plus importante dans les chaînes de traitement qui s'appelle Model Construction, dans laquelle on affiche une liste des algorithmes d'apprentissage machine arrangés de façon incrémentale selon les processus adoptés pour sélectionner les bons algorithmes d'apprentissage machine qu'on va les présenter dans les prochains slides d'ordre croissant. Donc, celui le plus pertinent, ce sera dans le top de la liste des algorithmes d'apprentissage machine. Ensuite de ça, le cinquième pas, c'est vraiment pour les experts en apprentissage machine pour améliorer notre base de chaîne de traitement ou pour ajouter une nouvelle chaîne de traitement. Donc, le processus qu'on a adopté pour sélectionner le bon algorithme d'apprentissage machine, c'est simple. On fait un produit vectoriel entre la matrice remplie par les experts en apprentissage machine. Donc, cette matrice-là va être utilisée dans le processus de sélection de la bonne solution, de bon algorithme en apprentissage machine. Donc, à partir de cette matrice-là qui représente les connaissances des experts en apprentissage machine, on multiplie les vecteurs des experts métiers qui représentent les réponses sur les questions précisées sur les critères de sélection, par exemple, combien il est important pour vous la précision de prédiction, etc. Donc, on fait les multiplications vectorielles ou on fait la distance euclidienne pour arranger les algorithmes d'apprentissage machine, puis il peut sélectionner le premier ou le deuxième, mais selon notre processus, le premier, c'est lui le plus pertinent. Puis ensuite de ça, on ne le fait pas maintenant dans notre application, vu on a besoin de laisser l'application explicable ou le processus explicable mais pas une boîte noire comme les AutoML. Mais on peut ajouter l'optimisation pour améliorer la précision de prédiction des algorithmes sélectionnés, ou on peut ajouter aussi l'apprentissage par ensemble pour aussi améliorer la précision de prédiction. Ça, c'est le processus de sélection d'algorithmes d'apprentissage machine. Alors, le processus de sélection de la chaîne de traitement est basé sur deux points. On a utilisé l'apprentissage profond pour la similarité sémantique entre la description de la chaîne de traitement qui est ici. Donc ici, chaque chaîne de traitement a décrit par une description. Par exemple, cette chaîne de traitement est utilisée pour la détecter de spam. Ensuite de ça, on fait une similarité sémantique avec les descriptions écrites par les spécialistes métiers. Donc, par exemple, il a besoin d'une solution pour détecter les courriels spam. Donc, à partir de ça, on fait une similarité sémantique entre les deux descriptions, puis on sélectionne la bonne chaîne de traitement. Ensuite de ça, on raffine la chaîne de traitement. On utilise les logiques de premier ordre à partir d'une base de règles qu'on a accumulées de la littérature de recherche. Par exemple, si la chaîne de traitement ou si la base de données contient des valeurs manquantes, le règle va permettre d'ajouter une tâche dans la chaîne de traitement qui s'appelle Fill Missing Value ou qui permettre de remplir les valeurs manquantes. Donc, ça, c'est l'utilité des règles. Donc, ça, c'est le processus de sélection, de raffinement de la chaîne de traitement. Donc, et ça, c'est l'ensemble, les 5 questions qu'on a besoin que le spécialiste en apprentissage machine qui veut participer et évaluer notre plateforme de les répondre. Donc, ce sont des questions simples.
concernant les critères de sélection, les algorithmes d'apprentissage, les- 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 la- 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 euh, le BPMN qu'on a utilisé, le langage de description de la chaîne de traitement, parce qu'on a entendu le BPMN dans le domaine d'apprentissage machine. Comment évaluer les résultats retournés? Est-ce que vous croyez que ce sera facile à être utilisé par un expert métier, cette plateforme? Donc, la conclusion, nous invitons les experts en apprentissage machine à contribuer dans les domaines d'apprentissage machine sur les plateformes iContribute to ML. Nous invitons également les participants, les experts en apprentissage machine à évaluer notre plateforme iSolve My Machine Learning Problem selon notre 5 questions. Notre approche pour résoudre les problèmes présente plusieurs avantages par rapport au système existant. Il est plus rapide, il est scientifique, il est incrémental, il est explicable et il est public. Merci pour votre attention. Je peux respirer. Et nous, on peut. OK. Des questions? On a le temps pour comme une ou deux questions. Question. Donc, la première question que tu poses aux utilisateurs, c'est savoir si une bonne précision est importante pour eux. Ça semble une question bizarre parce que, évidemment, c'est important. Tout le monde va répondre oui. Oui. Est-ce que, du coup, une question plus pertinente, ça ne serait pas plutôt de demander quels critères on souhaite optimiser? Est-ce que c'est l'accuracy? Est-ce que c'est une mesure F1 ou plutôt quelque chose comme ça? Non, on ne demande pas actuellement des questions précises vu qu'on veut qu'on laisse l'application simple. Par exemple, il y a des domaines là où il y a plusieurs critères. Par exemple, il y a l'incrémentalité. Pour eux, c'est plus important peut-être de la précision des prédictions ou une solution incrémentale. Ça veut dire on peut l'améliorer avec le temps, c'est plus important pour eux des fois que la précision des prédictions. Ou le déterministe, ça veut dire une solution déterministe. Par exemple, ils retournent toujours l'algorithme, ils ont besoin d'une solution qui retourne toujours la même solution si on répète l'exécution. Donc, si c'est pour eux, des fois, ils sont plus importants que la précision de prédiction. Mais le processus qu'on a adopté, le processus qui fait la sélection des algorithmes, il a la tendance toujours de sélectionner les bons algorithmes selon la meilleure performance. Ça veut dire, si tu as un algorithme qui retourne une précision de 6, et tu as un autre algorithme qui retourne une précision de 4, et tu as précisé ça veut dire tu as besoin d'une solution de 4, on va vous retourner les algorithmes qui a une précision de 10 selon les autres critères, en prenant en compte les autres critères aussi. Donc, l'accuracy, c'est bien sûr, c'est toujours sera demandé, elle est le plus importante, mais on les prend en compte aussi de cette façon. Je pense Oui. que Florent a raison. La façon dont c'est fait maintenant, il y a des poids qui l'accordent, mais en fait, je pense que c'est mieux de dire, plutôt que de donner des poids, c'est de dire à quoi tu accordes plus d'importance à ça ou à ça. C'est-à-dire, en posant la question, tu informes l'usager que c'est où sont les compromis. Voilà. En fait, quand j'ai posé la question, ça m'a fait penser à une méthode justement qui s'appelle AHP. C'est une méthode d'aide à la décision qui il y a un outil disponible pour ça, où justement l'outil pose des questions de comparaison 2 à 2 de tous les critères. Est-ce que ça c'est plus important que ça, est-ce que ça c'est plus important que ça, et l'outil trouve une combinaison. Donc oui, tu as raison, ça pourrait être plus intéressant de le poser en termes de comparaison 2 à 2 Et également, là, dans ce que tu as présenté, tu lances que l'algorithme qui a le plus qui fit le mieux par rapport aux critères. Pourquoi ne pas tous les essayer? Moi, je vous entends pas beaucoup. Ah, pardon. Là, actuellement, vous triez les algorithmes en fonction de l'affinement avec les critères des utilisateurs. Excellent. Puis vous lancez celui qui matche le mieux.
Pourquoi ne pas essayer tous les algorithmes? Ah, pourquoi? Mais c'est ça, c'est ça le but. Le but, c'est de ne pas utiliser essayer toutes les algorithmes. Ça, c'est la solution naïve d'utiliser parce que ça prend beaucoup de temps, alors que ça, c'est instantané. Ça prend beaucoup de temps d'essayer tous les algorithmes d'apprentissage. Ça, c'est le plus important. Et il a besoin d'un expert en apprentissage machine pour faire ça, alors qu'on a fait ça pour un expert métier qui n'a pas de connaissances en expert en apprentissage machine. Il faut avoir un compromis entre les deux, du type essayer donc celui qui marche le mieux jusqu'à celui qui marche le moins, en faisant des coupures lorsque vous apercevez que, quel que soit le résultat de l'algorithme, il ne fera jamais mieux qu'un qui était auparavant. Donc, c'est un compromis. Je vous La entends façon pas bien. dont Mounir caractériserait ça, c'est je suis optimiste. Je suis irrécupérablement optimiste parce que je crois que l'apprentissage machine, c'est une science. Il a fait Mounir, c'en est pas une. Donc, ça, c'est mon optimisme. Mais je dirais que l'esprit sous-jacent vraiment à cette recherche, l'intelligence est dans la représentation des données plutôt que dans quelque algorithme que ce soit. Ah oui, oui. On a un peu de difficulté avec ça. Mais l'idée, c'est que l'intelligence Moi, je vous entends pas bien. n'est pas dans les traitements faits par l'outil. L'intelligence est vraiment représente ce qui doit être représenté avec un traitement simple qui devrait obtenir le goût du nom. Donc l'idée, c'est vraiment d'obtenir le goût du nom. Un résultat assez bon. Moi, ce que je dis, c'est idéalement, si on arrive à un système qui a le niveau de compétence, pas un PhD, c'est le niveau de compétence d'un consultant. Oui, là, quand même. Non, rien. Continue. C'est un terrain glissant, je voulais m'en aventurer un peu plus. Non, mais c'est bien. Non, le processus c'est important. Donc, c'est ça un peu l'esprit. Donc, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de travailler avec Norman sur sa présentation pour que ce soit, pour l'affiner, pour que ce soit plus adapté au format. Mais je ne referai pas ça la prochaine fois, je vais travailler plus avec lui. Je t'avais dit la fois précédente. Hein? Non, rien. J'avais dit ça la fois précédente. Il faut qu'il m'écoute aussi. Il y a deux problèmes, je vois là. On est prêté indépendamment. On est optimiste. Oups. Donc, merci. Bon. Oh, oui. Merci beaucoup, Norman. Merci à vous. C'est qui le prochain qui parle, c'est toi? Non, Merci, ça va merci. être, Bon. nous avions Alexandra à la pointe, mais elle a dû malheureusement s'excuser. Donc, on va avoir prochainement Mohamed Mouchaourab. Je crois qu'il est déjà en ligne avec nous. Je m'excuse auprès des autres personnes. J'ai vraiment une réunion importante maintenant. C'est un comité d'engagement de la Québec. Oui, justement. Faut que j'y aille. OK, parfait. Tu as 10 ans, tu n'as pas à y aller. Oui, il faut que j'aille à mon bureau. OK, donc, Mohamed, when you are ready, you can go ahead and share your screen. Mais je vous promets que je regarderai l'enregistrement. Yes, hello everyone. First of all, let me apologize from attending the university to present live because of problem in the metro today. And let us start with this presentation where I present improving the security of federated learning with polymorphic and homomorphic encryption. Or to mention that I'm a PhD student at UCAR with a program offered by an extension from UCAC. Thanks for my supervisor, co-supervisor, and collaborators for their effort in this project, which is coming to an end soon. So this presentation will be outlined in those points: an introduction,
an overview about federated machine learning or federated learning, also an overview about aggregation federated learning. We will review security in federated learning. We will discuss the proposed frameworks in this project. We will evaluate and discuss them, and we'll come to a conclusion at the end. To start with the introduction, we all know that machine learning has a high data analysis capability, which helped in turning it to be adopted in most of the life areas or the domains in our daily life, such as education, healthcare, finance, entertainment, and other domains. However, machine learning is still struggling with different challenges that can be classified into 4 different categories: data-related challenges, model-related challenges, implementation-related challenges, and the 4th category is the general challenges. But which one of those categories is the most critical? Based on the research, based on the literature, there is no most critical challenge or category of challenges in machine learning. But the workflow of machine learning itself starts with data collection, then data pre-processing, model training, and finally validation and deployment. That being said, we can see that data collection is the first step in machine learning workflow. That makes the data collection the most effective step in the workflow. So if the data is not collected, the workflow won't start. And this what makes data collection as an important problem in, or an important challenge in machine learning, but we can't even say that it's the most critical challenge. So data collection is the starting point, so it affects the whole workflow. With the data access restriction laws being in use nowadays, such as the China cybersecurity law, the personal data protected in Singapore, the European Union Protection Regular Law, GDPR, and the general principle of the civil law of the People's Republic of China, those laws protect or restrict collecting private data, which also is causing problems in collecting data to be trained by machine learning models. This restriction will create a problem that we will discuss right now, which is called the data islands. In traditional machine learning, if we have different entities, for example, if we are talking about medical data, suppose we have a data for a patient at a clinic, at a hospital, and data being collected by devices at a smart home and smart wearables. To be able to analyze, of course, you are talking about data that is related to the same person, same problem, same data. If we want to analyze this data in a machine learning model, we will have to collect this data first of all, and then pass it to the model being placed at a server or at different servers using the distributed machine learning technology. But after all, we will have to collect this data at a point to be used by the machine learning model for training. But what if privacy restrictions apply? This will restrict the collection of data at a point, being the server or different point. This creates the problem called data island dilemma, which means that different entities have common data or data which is related to each other, but that cannot be collected at a point, either due to privacy, either due to laws and restrictions, or other problems. To solve this issue, Google proposed in 2016 a concept known as federated machine learning, with the first implementation called Fed averaging. What do federated machine learning offer as a solution for the data islands dilemma? That instead of collecting data at a server, there is another option, which is the server will send the smart model to the entities where they train this model on their local data, and then send it back to the server, which in turn aggregates it into a global model to be either sent again for entities or clients for further training, or to end up with a global model trained machine learning model without even getting access to the personal data or to the local data or to the private data. So this is the concept of federated machine learning. However,
federated machine learning is a privacy-preserving technology, but it's still vulnerable to different attacks, which can occur at 3 different levels, either the input level, the learning process, or the learn model. And the attacks can include the poisoning attacks, which compromise the learning quality of the model, the inference attacks, which expose users' private data by reversing the model being captured in the middle between the server and the entity, or the backdoor attack, which grants malicious entities unauthorized access to the FL cycle as a whole. In our research, we are interested in securing federated machine learning against inference attacks. Why inference attacks? Because if a malicious entity succeeded in capturing a model being sent or exchanged between the server and the client, it will be able to reverse it to extract the private data, which collides the privacy-preserving identity of federated machine learning. So the problem we are trying to solve is securing federated machine learning or federated learning against inference attacks that tend to collect and crack model and leak the private data of the entity. The goal of our project or research is to enhance the security of federated learning against inference attacks explicitly using a combination of encryption technologies, which are the polymorphic and homomorphic encryption technologies. What is polymorphic and homomorphic encryption? We can see in this slide. First of all, let's start with polymorphic encryption. We can define polymorphism as taking multiple forms or shapes, and encryption is defined as converting plain data into gibberish. Therefore, we can define polymorphic encryption, which is the encryption scheme that frequently changes the algorithm itself or the encryption key being used to increase the security in an encryption mechanism. However, the homomorphic encryption is the encryption technology or method that enables performing arithmetic operations such as addition and multiplication on encrypted values. So if a server wants to add or divide or do arithmetic operation on values, it do not have to decrypt them to do the operations. It can do them directly on the encrypted values. Therefore, even the server acting on the encrypted values will not have access to those values. The second part of our presentation is an overview about federated machine learning. We can define main 4 components in federated machine learning, which are the server, the entity being a smart wearable, a computer, personal computer, a server, a smartphone, everything that have the data with the capability of processing can serve as an entity in federated machine learning. Also, there is the smart model itself and the communication framework between the server and the entities. So we can define the underlying architecture of federated machine learning in this graph. There is the server, the entities, the model being exchanged between the server and the entities. As we mentioned, the model is sent from the server to the entities. They train them on their local data. They send back the trained model to the server, which in turn aggregates it into a global model. Mentioning aggregation, let's discuss aggregation federated machine learning. As we said, entities will send the global or the local trained models to the server, which in turn will merge those local trained models into one global model. This global model is a trained machine learning model that can be used for prediction, regression, whatever the problem was, but it has been trained without getting access to the personal data or private data or the local data residing at the entities themselves. In aggregation, we can define or discuss 2 levels of aggregation in terms of messages being exchanged between the server and the entities. Those messages can be the models, parameters of those models, gradients of those models, or a hybrid approach that use a combination of the models and parameters, models and gradients, etc. In terms of aggregation mechanism, we can define a lot of mechanisms such as the average aggregation,
clipped average aggregation, secure aggregation, personalized aggregation, etc. There are a lot in the literature of the aggregation mechanisms being in use. In our project, in our research, we are interested in 3 types of messages being exchanged between server and entities, which are the models, parameters, and gradients. We'll later see that the proposed models in this research will use those 3 messages. And also in terms of aggregation mechanism, we are interested in secure aggregation, which tends to keep the privacy of the model being exchanged between the server and the entity. Of course, talking about the literature review or the research or the previous work being done in this domain, there are a lot of aggregation implementations being done, but not all are planned or built for security purposes. Only 11 of them were built for security purposes. Also, not all were built to secure federated machine learning against inference attacks. Most of those were dedicated to poisoning and backdoor attacks, which we discussed earlier. So, as a literature review, we can say that we have limited implementations that discussed or secured federated machine learning against inference attack. We have, for example, the research or the framework called EBDA, which used homomorphism of secret exchange, and there are other 7 implementations which used only homomorphic encryption to secure the message transmission. We have other implementations related to security and federated machine learning, which we said they are tended to secure federated learning against poisoning and backdoor attack, but they didn't consider inference attack in their research. Limitations in those previous work. First, if we are talking about homomorphic encryption being in use or homomorphism of secret exchange, if the encryption key being used has been leaked or cracked by any means, the privacy of the whole federated learning cycle will be ruined, because the encryption key will be tracked and it will be used to access all the exchanged models against the entity and the server itself. Also, most of those implementations are dedicated to neural networks only. Also, the compatibility of the different models or different machine learning models to federated learning were not tested because only neural network were taken into consideration. Also, computation cost reduction. When we are talking about encryption, of course, we will see an overhead of communication and computation cost. So this cost reduction was only tested with different data sets, such as the MNIST and CIFAR public data sets. The frameworks we are proposing in our research are 4 frameworks. To start with, Polyflag SVM, which is a framework that embeds polymorphic encryption in its architecture and exchange gradients among FL entities. The Polyflam, which embeds polymorphic encryption in its architecture and exchange models against FL entities. Polyflap, which embeds polymorphic encryption and exchange parameters among FL entities. We can see that those 3 frameworks embeds polymorphic encryption, but they are different in the messages being exchanged between the server and the entity. The first, exchange gradients, the second, models, and the third, parameters of those models. And we have HPFLAP, which embeds both homomorphic and polymorphic encryption as 2 layers of security and exchange parameters among FL entities. Let's start discussing the frameworks that use polymorphism or added polymorphism to the architecture of the federated learning architecture. First, we have a server and client. The server will encrypt the message or the model being sent to the entity by a unique key. And when we say a unique key, this key will be extracted from a table called Table of Polymorphic Encryption Keys. This table is placed somewhere outside the server and the client, maybe a third party, maybe the server itself can act as this third party or whatever the structure allows. But the most important thing that each client will have a different table of encryption keys, and at each level of
messages exchanging between the server and the client, this client will use a unique key. So each message will be encrypted by a unique key, and this message will include the model or the parameter or the gradient depending on the framework we are talking about. So the message that will be exchanged between the server and the client is secured with the encryption by a unique key to be sent to the client, which they will decrypt this message to train the local model. Then they will encrypt the message to be sent to the server by another unique key and send it to the server, who by their turn decrypt it for global aggregation, and the cycle either will loop or will stop at a point that the server will choose. So this will be the proposed, or this is the proposed structure or the structure of the built frameworks. And to mention that it will reduce the risk of inference attack. Why it will reduce the risk of inference attack? Because if one of the keys, and we all know that encryption keys of advanced encryption standard algorithm will take a lot of time to be cracked or leaked, even using quantum computing. So leaking a key or cracking a key will not cause risk to the whole FL cycle, because this key will never be used again in the FL cycle. But there is a point to mention here, that this table of polymorphic encryption keys will be generated at the server to be passed to the clients later on. So it will be exchanged among network. What if this table has been captured by a malicious entity? The whole solution will be useless. So to secure the transmission of this table of encryption keys, we will encrypt this table also with what is called an initial encryption key. The initial encryption key will not be transmitted again on the network. It will be generated at the side of the server and at the side of the client in a mechanism that both knows, with some polymorphism or randomization that will cause each two clients to use different initial encryption keys, and even the client itself will use two different initial encryption keys for two FL sessions. How to generate the initial encryption key? Each client connecting to the server will have a connection data called the socket data, which is the IP of the client being connected. Each client will generate a random secret of 32 characters, which will be shuffled and sent to the server also by turn. So both the client and the server will have the socket data and the random secret of the client. To form the initial encryption key, we will take the last 8 characters of the random secret, we'll reverse it, the last 4 characters of the second data, of the socket data, the middle 8 characters of the random secret, the first 4 characters of the socket data, and the first 8 characters of the random secret being reversed. This will form a 32 bits character string. This is a unique string, of course, because the socket data differs between a client and other, and the random secret is generated randomly. We will hash this unique string and will take the first 32 characters, which will be the initial encryption key. This mechanism is none for both the server and the client, so no initial key will be exchanged among the network for security reasons, but it will be generated on the both sides of the FL system. The initial encryption or the table of encryption keys will be encrypted with this key and sent to the clients, which will secure the whole message exchange mechanism. To mention that the initial key will not be exchanged among the network, it will be generated on both server and client side. It will be unique for each client per each connection session also. It will be generated dynamically and polymorphically. After a client connect, it generates the random string and it will send it to the server, but being shuffled. The random secret will be mixed with the connection info, the socket data, and the first 32 characters of the hashing results will be the initial key. However, the table of encryption keys, each client receives the TO keys when it connects to the server. It receives it encrypted, of course.
each client receive a different table of key. The table of key is a table of AES 256 or 32 bytes string, each indexed with a unique ID. Each key is used once in the FL cycle. These keys are later used to encrypt the exchange message, as we said. Each message is marked with an index that refers to the key used in ciphering. The table of keys encrypted with a key called initial key for security reasons. And the whole workflow of the frameworks, Polyflag SVM, Polyflam, and Polyflap, or the frameworks using polymorphic encryption only, will be as the following. The FL process will start, then the client will start at its side also. The client will join the system, the server will accept the client connection, and it will send to the client that it accepted its connection. The client will generate initial key and send it to the server. The server will receive the connect message, will generate the initial key and the table of encryption keys. It encrypt the table of keys and send it to the client. At this point, both the server and the client are ready to start the FL process. So the client will send a ready message to the server, which when receive this message will send the GMP, the GMP being the gradients or the model or the parameters depending on the framework we are using. Those models, parameters, or gradients can be either initial or aggregated, which will be used for enhancing the model. The client will receive the GMP, will train the local model on those values and send them to the server. The server will then check if all the clients resent their gradients or models or parameters. It will start the aggregation if yes. If no, it will send the client to hibernate until receiving the whole parameters or models or gradients to do the aggregation and send the model back to the client for further training. This was the mechanism or the whole concept about the frameworks using polymorphic encryption. What about the framework that embeds both homomorphic and polymorphic encryption? It's a strategy which called HPFLAP. Similarly, the server and the client will be exchanging the messages, but this time the client will start the cycle by encrypting the parameters only being exchanged by a key extracted from the table of homomorphic encryption keys, as we see here. We can see that the client will then have parameters that are encrypted. Then it will encrypt the whole message by the table of polymorphic encryption keys, which we discussed earlier. The message will be secured by a key that is uniquely used to encrypt this message, and then it will send it to the server. What's the difference? Here, the server will decrypt the message using a table, using the key from the table of polymorphic encryptions, but the parameters inside this message, which refers to the model, those parameters are encrypted. So the server will do the aggregation while those messages are encrypted. So even the server will not have access to those parameters. Then it will aggregate and encrypt by a unique key the whole message being exchanged. Then it will decrypt. The client will decrypt using the table of the key from the table of polymorphic encryption, and then the client will decrypt only the parameters to obtain the local model. So in this case, the framework is secured against both inference attacks, and even the server being honest but curious server will be, the FL will offer security against this situation. So here we mentioned that homomorphic encryption table of keys will be received by the client when it connects to the server. One table is shared among all clients. It's a table of AES-256 keys. Each key is used once, and these keys are later used to encrypt only the parameters in case of HPFLAP. And this is the whole overall workflow of the framework.
The only difference we can see that the server itself will aggregate the parameters being encrypted. What models or what smart models are offered with those frameworks? Polyflag SVM offers support vector machine, HPFLAP over logistic regression, Gaussian naive Bayes, stochastic gradient descent classifier, and multi-layer perceptron or the neural network. However, Polyflam and Polyflap offers the 5 models all. Developing those, the development process of those frameworks, we used Python 3.9.9 version. We simulated a federated learning network using personal computers to build and test those frameworks. First, we developed Polyflag SVM and test it. Then we extended to develop Polyflam and Polyflap and test them, or are published to GitHub. Also, we developed HPFLAP, which also were tested and published to GitHub. Evaluation and discussion falls into those 4 or 5 points. There are the theoretical guarantees by using polymorphic encryption. There is also the evaluation of those frameworks using different data sets. First, we trace the polymorphism, the communication cost, and learning quality. What are the theoretical guarantees generated by polymorphism? Encryption mechanism used is the advanced encryption standard, which is known as the most robust encryption algorithm so far. The keys being used are 32 bits, which offer 10 to the power 77 possibilities in the keys. A key is used only once in the cycle. If a key is cracked or leaked, it will cause no threat to the FL cycle. Also, it is robust against inference attacks, even with quantum computing, because if a key is cracked or leaked, it will make no threat to the whole FL cycle. The theoretical guarantees generated by homomorphism that the security is extended not only against inference attacks, but also against honest but curious servers. To evaluate those frameworks, we used 3 data sets, one being simulated and created using Python libraries, one is the surgical binary classification, and one is the SHARE-EDB cardiovascular diseases data set. First, to trace polymorphism, we can see that all keys captured, whether at the server or at 2 different clients, whether the initial key or the keys used to decrypt or encrypt the messages exchanged between the server and the client, we can see that all the keys are different. And tracing all single keys at the cycle showed that no key is used twice in an FL cycle. Talking about the communication cost, we can see that the cost for frameworks differs based on the data set, but we can see those in red are highly efficient frameworks in terms of communication. So when we are talking, for example, about Polyflag SVM, the server will consume only 1,250 bytes in the total FL cycle, where the client will consume 743 bytes. That's even less than a 1 kilobyte to train a machine learning model, a SVM model. Also, in the Polyflam, in case of logistic regression, naive Bayes, and SGD, we can see that at max, they consumed like 2.5 kilobytes. And also the same models for Polyflap and the SGD for HPFLAP. So we can say that those frameworks are not only secure, but they are also communication efficient in terms of the data used or data exchange among the server and the client. In the terms of learning quality, we can see that there are different learning quality levels depending on the data set. For example, using the simulated data set, the average accuracy was 88.48, with a maximum accuracy that reaches 98.33. Using the surgical binary, the average was 62, the maximum was 76. The SHARE-EDB was 58 on average and 80 on maximum accuracy. Why those differences? Because of the differences of the size or of the number of the records offered by each data set. So the simulated being the data set with
most or with the highest number of records got highest accuracy. However, the other two are less number of records. For example, the ShareADB is only 139 records. But if we applied this federated learning, those federated learning frameworks in real life, where we can get access to thousands of records without compromising privacy, we can or we expect to get highest accuracies in those problems. As a conclusion, we can say that we can further enhance those frameworks by handling heterogeneity to make them deal with databases with different structure and with different alignment. This can be reached or achieved using the resource and allocation and meta learning. Second, we can reduce computation cost by using different techniques, such as the parallel programming. Of course, encryption algorithms comes with an overhead of computation. So using parallel programming will help in reducing this computation cost. We can enhance scalability by handling heterogeneity and reducing computation cost. And also we can work on boosting the learning quality by pre-processing the data on the client side, even before the training of the local models. What those frameworks contributed or added to the state of the art in terms of encryption, old work or old implementation used single mechanism. We offer two mechanisms integrated or two layers of security. The key being unique. This is a yes in our frameworks and a no in the previous work. If the key is compromised in old work, it's a critical issue. In our frameworks, there is no risk because the key will not be used again. In terms of privacy, the old work offers moderate to strong privacy. Our frameworks propose a very strong privacy. In terms of inference attacks, in the old work, it's not guaranteed to stand against inference attacks. In our work, it is guaranteed to stand against inference attack. In terms of bandwidth, the old implementations can offer standard to efficient frameworks in terms of communication, and our frameworks, we offer efficient communication frameworks. In terms of the availability of the work, our work is published publicly and offered open source, while previous works not all are. That was everything. This is the list of references being used. Thank you very much, and your questions are welcome. Thank you very much, Mohammed, for your presentation. We could have time for one or maybe two questions. Does anyone in the room have a question for this presentation? Est-ce que quelqu'un en ligne a une question? Does anyone online have a question? You can raise your hand on Zoom. Let's see. So for now, it looks like we don't have any questions. So thank you very much, Mohammed, and I can let you go for now. Thank you. Thank you very much. So then next we have Walid. Okay, perfect. You're Walid. Perfect. So if it's okay with you, I can leave my computer connected here. You can tu peux juste te connecter par Zoom. Oui, c'est ça. Donc ah oui, parfait. Ok, parfait. Tu peux prendre ta place où tu veux. Et est-ce que tu préfères utiliser ton microphone sur ton ordinateur? Ok, je vais fermer alors la mienne. Oui, parce que
Vous arrivez à m'entendre? Ok, donc tu peux commencer quand tu seras prêt. Donc, bonjour tout le monde. Je suis étudiant en dernière année à l'École nationale supérieure d'informatique ici à Alger. Je suis en programme d'échange ici à l'UQAM. Je vais présenter mon projet de fin d'études qui est axé sur la détection de la similarité de code binaire WebAssembly afin d'améliorer la détection de malware. Je suis encadré par M. Stevenard ici à l'UQAM et par M. Arias de l'ESI. Je vais commencer par une introduction générale. C'est quoi un code binaire? Un code binaire, c'est le résultat du processus de compilation et c'est aussi le code machine qui peut être exécuté directement par un processeur. Le WebAssembly vise à ramener ces concepts-là au monde du web. Donc, c'est un format d'instruction binaire qui permet d'exécuter des codes à des vitesses proches du natif au sein des navigateurs web. Le WebAssembly, il est accessible à la majorité des internautes. Il permet une meilleure efficacité énergétique et une meilleure vitesse d'exécution par rapport à JavaScript. Mais malheureusement, selon une étude récente, la majorité des utilisations du WebAssembly sont à des fins malveillantes. Donc, il y a aussi un autre concept, c'est le concept de transformation de code. Donc, étant donné un programme, on peut le transformer pour générer un autre programme qui est sémantiquement équivalent au premier, mais il est différent en termes de syntaxe, en termes de traces d'exécution. Les transformations peuvent être appliquées au niveau source, peuvent être appliquées au niveau de la compilation en changeant les paramètres du compilateur. Par exemple, il y a le niveau d'optimisation qu'on peut changer, mais aussi elles peuvent être appliquées au niveau binaire. Et tous les outils en bas sont des outils de l'écosystème WebAssembly qui permettent de générer des variantes diversifiées de binaire WebAssembly qui ont des traces d'exécution distinctes. Donc, la problématique, c'est que le WebAssembly est utilisé à des fins malveillantes. L'état actuel des transformations permet au malware transformé d'échapper à la détection des antivirus actuels. Et aussi, à ce jour, il existe un manque de méthodes de similarité de WebAssembly qui résistent aux transformations. Donc, l'objectif du travail, c'est qu'à partir d'une étude bibliographique du WebAssembly et de la similarité de code binaire, nous souhaitons réaliser une approche de similarité de code binaire WebAssembly qui résiste aux transformations afin d'améliorer la détection de malware transformé. Le plan de la présentation, donc, je vais commencer par parler un petit peu de WebAssembly, similarité de code binaire, suivi par la conception, réalisation et évaluation de l'approche proposée, ainsi qu'une petite conclusion. Donc, un binaire WebAssembly, il prend la forme d'un module. Le module, il est composé de plusieurs sections. Il y a par exemple la section code qui contient tout ce qui est corps de fonction, tout ce qui est instruction. Il y a la section func qui contient les signatures des fonctions. Il y a la section data qui contient tout ce qui est données et structure de données. Un module prend la forme, le format binaire ou bien il peut prendre le format textuel. Et ces deux formats sont interchangeables en utilisant WASM to WASM ou bien l'outil WASM to WAT. Mais grâce à l'analyse de code, on peut générer des représentations graphiques en utilisant l'analyse de flux de contrôle, l'analyse des flux de données. Mais aussi, il y a une représentation assez intéressante, c'est la représentation image. Donc, étant donné une séquence d'octets, on peut la redimensionner de sorte à ce que on obtient une représentation de taille fixe qui est l'image. Et cette image, elle garde la structure du binaire, elle garde l'ordre des octets. Et c'est une représentation qui est rapidement générable. Un autre point important, c'est le point de transformation. Il y a deux types de transformations. Les transformations d'obfuscation permettent de brouiller le code pour le rendre incompréhensible. Les transformations de diversification modifient la structure et modifient les appels d'API des programmes afin de générer des binaires qui sont diversifiés qui sont différents en termes de syntaxe, en termes de traces d'exécution. Et il y a des outils qui permettent de faire ces deux types de transformations tout au long du processus de compilation. Donc, il y a des outils au niveau source, des outils au niveau compilation et des outils au niveau binaire. Afin de pallier à ce problème, on peut considérer la détection de malware comme étant une tâche de similarité. Une tâche de similarité, c'est l'identification de la proximité entre deux binaires ou bien la proximité entre deux morceaux de binaires lorsque le code source n'est pas disponible. Ce qui est intéressant pour le cas de la recherche de bugs ou de vulnérabilité, le cas de la détection de vols de logiciels qui sont copyrighted ou bien payants, le cas de l'analyse de versions consécutives d'un même programme et la détection de malware qui est l'objectif de notre travail. Les méthodes de similarité binaire peuvent être classifiées selon deux axes. Il y a le niveau de traitement qui peut être syntaxique
Donc, on agit directement sur la séquence d'octet ou bien la séquence d'instruction. C'est le niveau de traitement le plus bas, suivi par le niveau de traitement sémantique. Donc, étant donné une entrée, on veut détecter si deux morceaux de binaire vont produire la même sortie. Donc, ces morceaux de binaire seront considérés comme étant sémantiquement équivalents. Et le niveau structurel, c'est le niveau le plus intensif en termes de ressources, puisque la génération des graphes est un processus qui consomme du temps, qui consomme de la mémoire, mais aussi le traitement des graphes consomme des ressources. Mais les méthodes structurelles supposent que les représentations graphiques sont assez stables et elles résistent aux transformations. En termes d'approche de traitement, les approches traditionnelles ne sont pas scalables et elles sont instables. Elles utilisent des algorithmes d'optimisation, bien des algorithmes classiques de comparaison des graphes, mais aussi elles peuvent utiliser le hachage qui ne résiste pas lorsqu'on change l'ordre des instructions. Il y a les méthodes statistiques qui extraient des caractéristiques, disons, fixes, par exemple le nombre de fonctions, le nombre de blocs, le taux d'instruction arithmétique. Et le souci avec les méthodes statistiques, c'est qu'il y a un manque de sémantique. Les approches actuelles sont toutes des approches IMDing. Elles donnent les meilleurs résultats. Le principe, c'est qu'à partir d'une représentation d'un binaire WebAssembly, en utilisant un réseau neuronal, on va extraire une représentation vectorielle dense qui contient des caractéristiques anonymes. On va utiliser cette représentation vectorielle afin de résoudre les tâches de la similarité. Donc, afin de concevoir une approche de similarité de WebAssembly, nous proposons une modélisation du problème. Donc, S serait l'ensemble de codes sources compilables en WebAssembly et B serait l'ensemble de codes binaires WebAssembly. Nous proposons un prédicat SIMAC qui est vrai si les deux programmes comparés sont sémantiquement équivalents, sinon c'est faux. TS serait une transformation source qui prend en entrée un programme source et met un autre programme source qui est sémantiquement équivalent au premier. TB serait une transformation mais au niveau binaire. Et nous avons comp qui est le compilateur qui prend en entrée un programme C. Selon une certaine configuration, il va générer un programme binaire. Cette configuration peut être, par exemple, un certain niveau d'optimisation. Nous définissons également une propriété importante qui est la propriété contrastive. Donc, l'objectif du travail, c'est d'entraîner une fonction f qui prend en entrée une représentation d'un binaire WebAssembly et qui génère un IMDing de ce binaire. Mais le principe, c'est que, étant donné un autre binaire qui est sémantiquement équivalent au premier, nous souhaitons que l'IMDing généré à partir du binaire équivalent soit proche de l'IMDing du premier binaire et l'IMDing d'un binaire qui est différent soit éloigné. Donc, la propriété contrastive stipule que les représentations des binaires qui sont sémantiquement équivalents doivent être proches dans l'espace vectoriel et doivent être éloignés des binaires qui sont différents en termes de sémantique. Donc, nous proposons WasmShield, une approche de similarité de WebAssembly qui respecte la propriété sémantique. L'architecture de WasmShield est modulaire. Le premier module, c'est le module transformation qui peut prendre en entrée un ensemble de programmes au niveau source, bien des programmes au niveau binaire. On propose d'appliquer des combinaisons aléatoires de transformations sources suivies par des transformations compilation suivies par des transformations binaires afin de générer un ensemble de paires positives. Donc, ces ensembles-là sont constitués de paires de programmes qui sont sémantiquement équivalents. Une paire positive, c'est une paire de programmes sémantiquement équivalents. Ces programmes seront envoyés au module de pré-traitement qui va générer pour chaque programme une représentation qui peut être propagée en avant à travers un réseau neuronal, qui est dans ce cas notre encodeur F. L'encodeur F se charge de la génération des IMDing des binaires. Par la suite, les IMDing seront envoyés au module contrastif qui se charge du respect de la propriété contrastive en utilisant une fonction de perte contrastive. Bon, je vais détailler le traitement effectué par chaque module. Le premier module, c'est le module de transformation. Dans le cas réel, il va recevoir un ensemble de programmes, mais détaillant seulement le cas d'un seul programme. Si le programme il est déjà au niveau source, dans ce cas, on va appliquer une transformation source suivie par la compilation. On va générer deux programmes qui peuvent être compilés avec la même configuration ou des configurations différentes. Si le programme il est déjà au niveau binaire, on va effectuer une transformation binaire, mais la finalité serait qu'à partir d'un programme, on va générer deux binaires WebAssembly qui sont sémantiquement équivalents en appliquant des combinaisons aléatoires de ces trois transformations. Le deuxième module, c'est le module de pré-traitement. Le but, c'est que nous souhaitons choisir une représentation qui est rapidement générable, qui est efficace. Donc, la représentation image est une représentation qui est facilement générée. Elle prend en entrée une séquence d'octets du binaire. On va la redimensionner de sorte à ce que ça devienne une matrice de taille racine de la longueur fois racine de la longueur.
Par la suite, on utilise un algorithme de redimensionnement d'image pour avoir une représentation image qui est de taille fixe image size. Mais nous avons remarqué à travers des tests que cette représentation, elle était inefficace. Elle ne pouvait pas permettre au réseau de respecter la propriété contrastive. Donc, nous proposons de l'élever un petit peu au niveau sémantique. Donc, puisque le binaire WebAssembly est composé de plusieurs sections, nous proposons de regrouper les sections en 3 groupes. Le premier groupe serait le groupe header qui contient tout ce qui est en tête. Ce premier groupe, il va contenir les signatures des fonctions, les types de retour, tout ce que le module importe et exporte. Le second groupe va contenir tout ce qui est en relation avec les corps des fonctions et les instructions. Et le dernier groupe va contenir tout ce qui est en relation avec les données, les tableaux, la mémoire, les variables globales, etc. Et on va appliquer le traitement image sur chacun de ces groupes afin de générer par module une représentation image à 3 canaux. Et vous pouvez voir visuellement que la nature des sections, elle est différente. C'est apparent visuellement. Et puisque la représentation choisie est une représentation image, l'encodeur doit être soit un transformateur de vision ou bien un réseau convolutif. Mais puisque, selon les études, les transformateurs de vision ne sont pas efficaces en termes de temps de pré-entraînement et le temps d'inférence, et puisque nous souhaitons une méthode qui est rapide, nous choisissons un réseau convolutif. Nous commençons tout d'abord par un réseau classique tel que le réseau de Minos. Minos est une approche de détection de malware WebAssembly qui essaie de détecter les malwares à partir d'une image de taille 100 x 100 à un seul canal. Mais en essayant de pré-entraîner un réseau Minos à la résistance aux transformations, on a remarqué que ce n'était pas suffisant, donc on a proposé de rajouter des connexions de saut. Ces connexions de saut qui sont présentes dans les réseaux résiduels permettent de changer comment le réseau apprend. Donc, au lieu d'apprendre comment les entrées sont transformées afin de résoudre la problématique, ça serait à chaque couche de convolution, on va apprendre comment augmenter l'entrée, puisque l'entrée, elle est ajoutée à la sortie de la couche. Donc, ça va apprendre comment augmenter l'entrée afin de résoudre la problématique. Ceci facilite la propagation de gradients et permet d'avoir des réseaux plus profonds. Donc, nous proposons un réseau Raspbian 8 qui contient 8 couches de convolution et 18 qui contient 18 couches de convolution. Mais aussi, nous proposons d'intégrer un aspect des transformateurs de vision qui est l'attention, en rajoutant une couche de self-attention à la fin de chaque bloc pour former Raspbian 8 SA et Raspbian 18 SA. La self-attention, elle permet de détecter les dépendances entre les pixels qui sont éloignés dans une image. Donc, si on a des pixels éloignés, la convolution, elle agit sur des fenêtres restreintes, mais la self-attention, elle agit sur la totalité de l'image. Donc, ça peut détecter s'il y a une relation entre un pixel et un autre pixel qui sont éloignés dans une même image. Et donc, nous proposons 4 réseaux de neurones convolutifs résiduels qui sont Raspbian 8, 18 et les versions SA, contenant la self-attention. Afin de pré-entraîner les encodeurs à résister aux transformations, nous proposons une architecture siamois qui prend en entrée un ensemble de programmes qui peut être des programmes qui étaient déjà au niveau binaire ou bien des programmes qui étaient au niveau source. En appliquant des combinaisons différentes de transformations, nous allons générer 2 batchs. Par exemple, on aura un ensemble de programmes, on va générer plusieurs batchs, et à partir de chaque batch, on va générer un autre batch, de sorte à ce que, en appliquant des transformations à X1, on va générer X1 étoile. Et donc, X1 et X1 étoile vont former une paire positive. Mais puisque nous utilisons une fonction de paire contrastive, il faut que X1, par exemple, avec X2 étoile, ou bien X1 avec X1 étoile, forme une paire négative. Dans ce cas, ces programmes ne sont pas sémantiquement équivalents. Ceci est à cause de la nature de la fonction de paire choisie, qui est celle-là. Donc, le fait de minimiser cela serait maximiser cela sans le moins. Donc, on doit maximiser ce qui est en haut et minimiser ce qui est en bas. En maximisant ce qui est en haut, donc, on va maximiser la similarité entre les embeddings des paires positifs. Et en minimisant ce qui est en bas, on va minimiser la similarité de toute autre paire qui n'était pas déjà une paire dans le batch. Donc, on va minimiser la similarité de l'embedding de X1 avec, par exemple, X1 étoile. Et la similarité entre les embeddings dans ce cas serait la similarité cosinus. Donc, étant donné un encodeur qui est pré-entraîné selon le framework contrastif, nous proposons un processus d'inférence qui est général. Donc, étant donné un binaire, on va le pré-traiter, utiliser l'encodeur pour générer son embedding. À la fin, on va utiliser les embeddings afin de résoudre les tâches de la similarité. Une tâche de similarité possible, c'est la similarité de code. Dans ce cas, on va générer un ensemble de paires qui sont positives et un ensemble de paires négatives.
c'est un ensemble équilibré. On va concaténer les embeddings des paires, des programmes qui constituent les paires. On va mettre les programmes dans les deux positions possibles afin que le classifieur ne dépend pas de la position. Et à la fin, on va entraîner un classifieur qui prend en entrée la concaténation des embeddings de programmes. Il va prédire si ces programmes sont sémantiquement équivalents ou pas. Et la probabilité d'appartenance à la classe positive serait la métrique de similarité. Un autre processus, c'est le processus d'inférence de classification. Donc, étant donné les embeddings, on va entraîner un classifieur qui peut être, par exemple, un classifieur binaire qui va dire si un programme est malveillant ou pas. Un autre classifieur multiclasse qui va prédire quelle classe d'algorithme à quelle classe d'algorithme ce programme appartient. Par exemple, il peut faire des tâches arithmétiques, il peut faire des tâches réseau, bien des tâches de chiffrement. Et si les embeddings n'étaient pas suffisants pour résoudre une tâche particulière, nous proposons un processus de raffinement. Donc, on va rajouter des couches spécifiques à la tâche. On va utiliser une perte spécifique à la tâche. Si, par exemple, la tâche était une tâche de classification, on peut utiliser l'entropie croisée afin de raffiner les paramètres de l'encodeur, bien sûr en utilisant un taux d'apprentissage qui est assez petit pour ne pas perdre la capacité à résister aux transformations. Et dans ce cas, on peut améliorer la qualité des embeddings pour résoudre une tâche particulière. Afin de pré-entraîner l'encodeur, on a utilisé plusieurs ensembles de données. Il y a des ensembles de données qui sont au niveau source en utilisant des programmes C. Il y a des ensembles de données qui sont déjà au niveau binaire qu'on a collectionné à partir de plusieurs sources. Il y a aussi un ensemble de données JavaScript. On a appliqué plusieurs outils de transformation sur ces ensembles de données-là. Il y a Tigras qui permet l'offuscation de programmes C. Donc, on les a utilisés dans les ensembles qui contiennent des programmes C. On a utilisé 7 techniques lors de pré-entraînement et on a laissé 3 techniques lors de l'inférence afin de tester la capacité de généralisation de l'approche. Il y a Mscripton qui permet de compiler des programmes C vers du WebAssembly. On a varié les niveaux d'optimisation d'Mscripton de O0 jusqu'à OZ. On a utilisé WasMutate qui est un diversifieur logiciel qui permet de générer rapidement à partir d'un binaire WebAssembly d'autres binaires qui sont sémantiquement équivalents mais qui sont distincts en termes de syntaxe. Et le fait que WasMutate est rapide, ça permet de faire plusieurs transformations consécutives sur un même binaire. Donc, on peut générer rapidement des binaires à des profondeurs de mutation allant jusqu'à 2000 pour un seul binaire. Il y a Obfuscator qui agit sur des programmes JavaScript. Donc, le principe, c'est que Obfuscator prend des parties qui peuvent être considérées comme étant malveillantes à partir de JavaScript. Elle les met dans des binaires WebAssembly et le programme JavaScript ne va faire qu'appeler ces binaires-là. Donc, si un détecteur de malware n'agit seulement que sur du JavaScript, ça ne va pas détecter que c'est un JavaScript malveillant, puisque les parties malveillantes vont être mises dans un binaire WebAssembly et le JavaScript va appeler ces binaires-là pour faire le traitement. Donc, on a utilisé Obfuscator pour générer des binaires malveillants et des binaires bénins de WebAssembly. Et on a laissé MCC off, qui est un obfuscateur niveau compilation. On l'a laissé à la phase inférence. On a utilisé 8 techniques d'obfuscation de MCC off. Et afin d'évaluer l'approche de similarité, on a choisi 4 questions de recherche. La première question, c'est quelle est la représentation de code la plus efficace? Cette question, elle traite le sujet de temps de génération des embeddings. On a comparé nos 4 réseaux avec un réseau Jabberwock qui est un modèle de langage Doc2Vec qui agit sur le format textuel de WebAssembly. En utilisant un modèle de langage Doc2Vec, ça va générer un embedding d'un binaire. Il y a Minos qui est un réseau convolutif qui agit sur une image de taille 1 x 100 x 100. Donc, ces 4-là sont nos réseaux. Ici, c'est Jabberwock et ici, c'est Minos. On a comparé le temps de génération des modèles. On a trouvé que la méthode la plus lente, c'est Jabberwock, suivie par Minos, suivi par nos réseaux avec RESBIN18SA, qui est le réseau le plus complexe. Ce qui justifie cette efficacité, c'est le fait que la représentation choisie est une représentation image qui est de taille fixe. Donc, quelle que soit la taille du binaire, le temps de propagation avant est fixe, puisque la taille d'image est de taille 64 x 64. Mais aussi, en comparant avec Minos utilise des images de taille 100 x 100. Donc, malgré le fait que nos réseaux sont plus complexes que le réseau de Minos, nos réseaux manipulent des matrices qui sont plus petites. C'est pour cela que nos réseaux sont plus efficaces.
Et Jabberwock, il a un temps de propagation avant et un temps de pré-traitement qui augmente à cause de l'utilisation de la représentation textuelle qui augmente avec l'augmentation de la taille de binaire. Donc, en termes de temps de génération des endings, nos réseaux sont les plus efficaces. En termes de résistance aux transformations, donc on utilise le processus d'inférence de similarité de code binaire. Dans ce cas, on a utilisé Tigras, mais avec les techniques qui ont été déjà vues lors du pré-entraînement. Le cas de l'obfuscation avec OMCC-OFF, on a utilisé 8 techniques qui n'ont pas été déjà traitées lors de l'entraînement. On a utilisé plusieurs niveaux d'optimisation d'inscription et on a utilisé WASMutate. On compare la qualité du processus de l'inférence en utilisant les endings de nos quatre réseaux en comparant avec Jabberwock. On trouve que nous atteignons de meilleurs résultats pour toutes les obfuscations et pour toutes les transformations. En termes de l'obfuscation qui n'a pas été déjà vue, nous atteignons un score de 92 par rapport à 64. Donc, notre méthode permet une meilleure généralisation. Voilà. En termes de détection de malware, on a utilisé un ensemble de données binaires de WebAssembly malveillant et bénin. On les a mutés d'une façon quantitative jusqu'à atteindre une profondeur de mutation de 2000. Nos réseaux sont ici en haut. Celui-là, c'est Jabberwock et ces deux-là sont des réseaux de Minos. En augmentant la profondeur de mutation, Minos atteint un rappel de 5% de la classe malveillante. Jabberwock atteint un rappel de 45%, or que nos méthodes maintiennent un F1 score aux alentours de 95 et un rappel supérieur à 95 en termes de rappel de classe malveillante, donc de la détection de malware. Ce graphe-là, il représente ce que je viens de citer, mais en termes au lieu de tout représenter en fonction de la profondeur, on a mélangé tous les binaires. On a calculé le F1 score. Donc, le F1 score atteint par Minos, c'est 59, 80 pour Jabberwock, et pour nos réseaux, nous atteignons 95 pour le réseau Raspbian 18 SA, qui est le réseau le plus complexe. Et en termes des offuscations qui sont nouvelles, qui n'ont pas été déjà vues lors de l'entraînement, nous atteignons de meilleurs scores par rapport à Jabberwock et Minos. Donc, nous permettons une meilleure généralisation, même dans la tâche de la détection de malware. Nous avons même testé la détection de malware sur des binaires qui ont été générés avec l'obfuscateur ou obfuscator. Et dans ce cas, on a réentraîné un autre modèle Minos, on a entraîné un Jabberwock, et on a utilisé les uniques de nos modèles. Nous atteignons un F1 score de 98 par rapport au 83 de Jabberwock et le 91 de Minos. Donc, nous permettons aussi une meilleure détection de malware qui permettent l'obfuscation de JavaScript. En ce qui concerne la préservation de la sémantique, on a proposé une classification de 5 classes d'algorithmes qui font des traitements similaires, mais donc qui sont difficilement distinguables et qui sont pertinentes à la détection de malware, puisqu'il y a des classes malveillantes et des classes bénignes. On a aussi utilisé le processus de raffinement. Donc, on a pris Raspbian 18 SAD pré-entraîné. On a aussi raffiné un autre Raspbian 18 sur cette tâche. On compare avec Minos et on compare avec Jabberwock. Nous atteignons un score de 84 par rapport au score de 74 de Jabberwock et 69 de Minos. Donc, nos modèles permettent une meilleure discrimination de classes qui sont, je dirais, difficilement distinguables. En termes de perspective, nous souhaitons aussi étudier l'impact des attaques adverses, puisque ceci n'a pas été fait. Nous souhaitons aussi enrichir la représentation image actuelle en intégrant les informations structurelles, en trouvant un moyen d'intégrer ces informations sans impacter le temps de la génération de la représentation, et aussi améliorer l'architecture neuronne de Raspbian. Voici la référence de la présentation, et merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Après, tu peux respirer. Je suis curieux, c'est quoi à peu près les taux positifs de ce genre d'analyse-là? Pardon? C'est quoi les taux positifs? Et quoi? Les taux positifs, par exemple, si je donne de quoi qui est juste du code comme on trouvé sur Internet, mais qu'il n'y a pas un malware, c'est quoi la probabilité que ça me flague comme étant du malware? En fait, vous parlez du problème de faux positifs, c'est ça? Oui, exact. En fait, il y avait plusieurs études, par exemple dans ce cas, si vous allez voir, si je reviens ici. Par exemple, si je reviens ici, dans l'ensemble de données, ici,
il y a des programmes bénins et des programmes malveillants qui ont été offusqués. Donc, ce score-là, c'est un score de détection. On est un ensemble offusqué qui est déjà malveillant et qui est bénin. Donc, ça permet, je pense, une meilleure résistance aux offuscations. Donc, l'ensemble comporte des binaires bénins mal offusqués. Mais est-ce que dans ces binaires bénins qui ont été offusqués, est-ce qu'il y avait de la détection qui était? Est-ce qu'il y en a qui ont été flagués comme étant oui, c'est du malware alors que ce n'était pas? Bon, il y a des cas où oui, parce que ici c'est 74, donc il y a eu des faux positifs, mais c'est un meilleur résultat par rapport à Mino, c'est par rapport à l'autre méthode. Ok, c'est juste parce que les chiffres sont vraiment petits. Oui, il y a des fausses détections, mais ça reste meilleur que les autres rapports. Okay. C'est quoi les chiffres? C'est le F1 score et l'accuracy. Si l'accuracy n'est pas 1, c'est qu'il y a des faux positifs. Tu peux demander. Ouais, j'avais une autre question aussi. C'est juste par curiosité. C'est que j'étais curieux, c'est quel genre de programme qui est considéré comme du malware dans un contexte de WASM? Parce que j'imagine que ce n'est pas des binaires qu'on trouverait, des binaires classiques qui roulent usuellement. Vu que c'est des trucs qui roulent browser, je me dis que ce pas les mêmes trucs qui sont considérés du malware. Je suis curieux, ça ressemble à quoi à peu près ce genre de malware? C'est généralement des crypto miners. Ah, crypto-miners. J'ai entendu ça un peu. C'est tout le temps ça. Donc, de base, tout ce que tu peux faire en OCD, c'est calculer des choses. Est-ce que tu peux faire de mal à du calcul? Mais je suis vraiment curieux si c'est genre d'autres plus. Je pense qu'il y a pas mal de tout ce qui est à partir du moment où tu as des fonctions qui sont à ta disposition en tant que bilan. Tu peux dire, j'explique ce diagramme, mais je donne tel et tel le système. Là, tu peux avoir des trucs plus, mais je suis pas. Je suis curieux, je pense que c'était genre des scripts un peu comme quand il y a eu dans le stack de Mitchell, qui était genre du JS qui était injecté, qui était fait pour prendre des données et l'expliquer. Je me demandais si ce genre de truc-là se présentait de partie. Je ne connais pas bien le test de malware qui a été utilisé, mais je pense qu'ils ont récolté un ensemble de différents use cases. Il n'y a pas que le crypto-plugging, mais c'est sûr que ça. Ah oui. Donc, tu transformes les programmes en images et après tu fais l'analyse d'image pour les détecter. Est-ce que tu essaies de regarder si la taille de l'image a un impact sur la performance? Exactement. On avait testé. Je pense que je peux vous montrer le rapport. On avait testé l'effet de la taille de l'image. On a utilisé une sorte d'étude visuelle pour voir que 64, c'était la plus petite taille d'image qui permet de maintenir les patterns visuels qu'il y avait dans des tailles d'image plus grandes. Je peux... Voilà. Par exemple, ici, vous pouvez voir, on a généré des images de tailles différentes et on a vu qu'à partir plus ou moins de 64, les mêmes patterns visuels qu'il y avait dans les images plus grandes apparaissent. Mais pour des tailles plus petites, même on a essayé une taille de 32, ce n'était pas suffisant pour avoir un réseau qui résiste aux transformations. Donc, c'était à travers une étude visuelle et des tests. Et au niveau de l'accuracy, est-ce que ça change quelque chose? Niveau d'accuracy? Oui, par exemple, entre 64 et 128. Il y avait une légère amélioration, mais c'était pas c'était pas suffisant pour justifier le temps de génération plus grand. Temps de génération et temps de traitement plus grand. Donc, depuis que vous utilisez 3 images plutôt qu'une seule, c'est pas juste au fait que du coup, il y a 3 fois plus de place. En fait, non. En principe, ça fonctionne pas comme ça, parce que dès que ça rentre dans cette couche, il y aura 32 matrices directement. Donc, quelle que soit l'entrée, il y aura 32 matrices. Donc, s'il y avait une image à un seul canal, le même traitement serait effectué. Parce qu'à partir de la première couche, il y aurait 32 matrices de la même taille. Donc, l'impact, c'était le fait qu'on a utilisé des images plus petites. Mino, s'il utilise une image à un seul canal, mais puisqu'elle est plus grande, le temps de traitement était plus grand.
Autre question? Je ne vois pas de questions en ligne, donc je pense qu'on peut conclure pour l'instant. Merci beaucoup. Merci pour, beaucoup. la Merci pour votre attention. Merci beaucoup aux étudiants pour leur présentation aujourd'hui. Et la prochaine édition des séminaires pour étudiants sera l'automne prochain. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont permis de découvrir des nouvelles connaissances à travers leurs recherches, ce sera absolument bienvenu l'automne prochain. Parfait. Merci, Sylvie. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bon, comme dirait Raphaël, il reste du café, de la pizza et des gâteaux. Et on a une assemblée départementale dans... Le vrai gâteau, je l'ai gardé pour moi. Donc, bonne journée tout le monde. Bye bye. Merci, bonne journée. Non, c'est quelque chose. Il y a un petit